c'est une manière pour les États-Unis de dire, écoutez les gars, vous avez des ambitions, vous avez des velléités diplomatiques, eh bien, mettez aussi, il faut montrer que vous avez des moyens derrière. Parce que si vous vociférez, comme vous l'avez dit, comme ça, sur la guerre en Ukraine, eh bien, si vous n'avez rien derrière, c'est pas la peine, taisez-vous. Ou alors, justement, prenez en charge cette guerre, elle est à vous, défendez l'Ukraine si vous voulez la défendre, et nous, on s'en retire. Et on va commencer aujourd'hui avec de la géopolitique. Et pour ce faire, je suis particulièrement bien entouré aujourd'hui, puisque je suis avec Régis Le Sommier. Bonjour Régis. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour les rares personnes, pour les 3-4 personnes qui redécouvrent cette vidéo et qui ne vous connaissent pas, je rappelle que vous êtes directeur de la publication d'Omerta, que vous avez écrit plusieurs livres, dont les derniers, il y a Jusqu'au dernier Ukrainien, je crois, aux éditions Max Milo, et puis Qui est le diable, l'Occident ou l'autre, si mes souvenirs sont bons. Pareil aux éditions Max Milo, où vous racontez voilà, les rencontres que vous avez faites par le passé, pas forcément politiquement correctes, on va dire. Et pour aujourd'hui, justement, on ne veut pas analyser l'information sous un angle politiquement correct, on veut ce qui se passe vraiment sur le terrain. La rencontre à prévoir vendredi entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska au sujet de la résolution du conflit russo-ukrainien, conflit que vous avez particulièrement bien suivi, vous êtes rendu à multiples reprises sur le terrain, à la fois côté russe et côté ukrainien, je le rappelle. Je voulais d'abord revenir avec vous donc sur cette rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, qui est à prévoir vendredi. C'est une rencontre qui a été annoncée en fin de semaine dernière. Alors il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont évolué. D'abord, Vladimir Poutine a annoncé que lui ne voulait pas rencontrer Volodymyr Zelensky, qu'en somme il voulait mener ces négociations uniquement avec les Américains et sans le dirigeant ukrainien. Ce qui a soulevé une vague de protestation notamment en Europe. Et là, on a l'impression que depuis quelques jours, des dirigeants américains ont fait marche arrière et ont laissé entendre que Volodymyr Zelensky pourrait peut-être assister à ces négociations. Voilà, donc on est encore un peu dans l'expectative, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire et surtout, symboliquement, qu'est-ce que ça dit, cette rencontre en Alaska, donc le point on va dire, de jonction entre les territoires russes et américains, à l'opposé quand même de l'Europe, à l'opposé aussi du théâtre de ce conflit. Qu'est-ce que ça dit finalement des relations entre la Chine, pardon, la Russie et les États-Unis aujourd'hui? On n'est toujours pas certain qu'il va avoir lieu, même si il y a des fortes chances, mais il n'y a pas de détails. En fait, tout ça est tenu secret et on saura, je pense, au dernier moment comment les choses vont se dérouler. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on vient de quitter une séquence d'extrême tension entre la Russie et les États-Unis, notamment autour de la guerre en Ukraine, et notamment via Donald Trump, qui semblait être revenu, on va dire, je ne dis pas à l'ère Biden, mais en tout cas dans des considérations où il allait apporter de l'aide à l'Ukraine, où il avait décidé de sanctionner, ne pouvant pas sanctionner directement la Russie pour l'écoulement de son pétrole, pour le fait que la Russie contourne les sanctions, vous savez, grâce à cette fameuse flotte de pétroliers fantômes qu'elle utilise pour justement approvisionner ses clients. Bien, Donald Trump avait décidé, par exemple, de doubler les tarifs douaniers vis-à-vis de l'Inde pour sanctionner l'Inde justement de bénéficier d'un pétrole à pas cher qu'elle revendait plus cher sur le marché. Bref, comme ne pouvant pas attaquer la Russie directement, il avait décidé d'attaquer l'Inde, qui est quand même un gros morceau dans le cadre de l'écoulement du pétrole russe. Et donc, on était dans une hypothèse de nouvelles sanctions. Il y a même eu un ultimatum qui a été adressé à Vladimir Poutine par Donald Trump. Au départ, il était de 50 jours. Ensuite, il a diminué à 10 ou 12 jours. Je ne sais plus exactement le nombre. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il s'est achevé samedi dernier. Et pile à ce moment-là, au moment où se produit à Moscou une rencontre entre Steve Witkoff,
l'homme lige de Donald Trump, le conseiller le plus proche, et Vladimir Poutine, eh bien, le même Vladimir Poutine propose une rencontre directe avec Donald Trump. Alors, c'est en effet un rebondissement. C'est aussi une des conditions pour lesquelles, sans laquelle aucune évolution majeure ne peut se produire sur la question des négociations de paix autour de l'Ukraine. Souvenez-vous, depuis mars dernier, ont commencé, enfin depuis exactement le 28 février, avec l'humiliation en direct devant les caméras de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, et le lendemain, le début de l'ouverture de négociations à Jeddah en Arabie Saoudite, avec une délégation ukrainienne d'un côté, une délégation russe de l'autre, qui rencontre les Américains, qui joue l'intermédiaire entre les deux. Il n'y a pas encore de dialogue direct entre Ukrainiens et Russes, mais petit à petit va se mettre en place une série de négociations qui vont finir par le fait que les deux délégations vont se rencontrer à Istanbul, encore récemment, à chaque fois avec l'idée que les conditions des Russes sont inacceptables, donc les Ukrainiens refusent, mais on accepte quand même d'échanger des prisonniers pour montrer qu'on est intéressé par l'hypothèse de continuer ces négociations. Et puis au milieu de tout ça, il y a eu plusieurs comme rebondissements. Et à un moment, Donald Trump avait dit, vous savez, c'est au moment où Volodymyr Zelensky avait mis au défi Vladimir Poutine de venir négocier directement avec lui à Istanbul. Et Donald Trump avait dit, bah, si ça se passe, moi je viendrai aussi. Et puis ça ne s'est pas fait. Et Donald Trump avait eu cette petite phrase en disant, vous savez, de toute façon, si je ne négocie pas moi-même, si je ne rencontre pas moi-même en face à face Vladimir Poutine, rien ne se passera. Alors là, le fait que comment ce soit Poutine qui propose de rencontrer Donald Trump, évidemment, Donald Trump a accepté en expliquant qu'il fallait que cette réunion fasse évoluer la guerre vers la fin, c'est-à-dire que ce ne soit pas une réunion à temps perdu, c'est-à-dire qu'on aboutisse véritablement à quelque chose. Et les Américains, visiblement, ont fait des propositions que les Russes ont déclarées, jusqu'à présent n'ont pas fait beaucoup de déclarations, mais en disant que ces propositions, qu'il y avait un certain nombre de choses qui les intéressaient et qu'ils étaient prêts donc à rentrer dans une forme de négociation. Alors maintenant, comme vous m'avez dit, comme vous l'avez précisé, la vraie question c'est Zelensky ou pas Zelensky. Donald Trump, dans un premier temps, a laissé entendre qu'il y aurait d'abord une négociation en tête-à-tête avec Vladimir Poutine, et dans un deuxième temps, une négociation tripartite qui inclurait le président ukrainien. Vladimir Poutine, lui, qui recevait le président des Émirats arabes unis à Moscou, à cette occasion a répondu à des journalistes pour expliquer qu'il n'était pas hostile au fait de rencontrer Volodymyr Zelensky, ce qui est assez nouveau. Jusqu'à présent, il avait toujours refusé de considérer le président ukrainien. Là, il dit qu'il n'est pas hostile, mais que ce n'est pas important dans l'immédiat. Ce n'est pas voilà. Donc il met l'accent sur le fait que la rencontre doit avoir lieu avec les Américains et que la négociation doit être directe. Quelque part, Poutine joue une partition qu'il a jouée depuis des années. Même avant le conflit ukrainien, il souhaitait toujours établir un pacte de sécurité avec les États-Unis directement, sans aucun autre intermédiaire, sans un intermédiaire international, sans l'Europe, sans rien. Alors effectivement, le choix, comme vous l'avez signifié, de l'Alaska est assez judicieux, je vais dire, puisque l'Alaska, quand on regarde son histoire, est une ancienne colonie russe qui a été vendue au siècle dernier, à la fin même du 19e siècle, je crois, aux États-Unis. Et c'est un territoire qui a été très marquant pendant la guerre froide. Donc là, on a les deux grands protagonistes qui vont à nouveau se rencontrer, peut-être poser les bases d'une guerre froide, on va dire, avec le gel du front en Ukraine. Il est question, il y a des bribes d'informations qui ont fuité, notamment au Wall Street Journal, qui expliquent que les Américains auraient accepté que les Russes conquièrent la totalité de l'oblast de Donetsk et de Lugansk, c'est-à-dire du Donbass, en fait, que les Russes récupéreraient le Donbass en échange du retrait de leurs troupes de la zone de l'oblast de Soumy, où ils ont pas mal pris de territoire, et de
l'oblast de Kharkov, ou aussi au nord, ils ont pris du territoire. Donc il y aurait, et Trump l'a confirmé, des échanges de territoire comme ça. Pour la question de Kherson et Zaporizhzhia, c'est encore flou. Il y a beaucoup de choses qui sont dans le flou. Et une autre condition sur laquelle les Russes, évidemment, ont obtenu gain de cause, c'est évidemment le fait que l'Ukraine n'appartiendra jamais ou ne rejoindra jamais l'OTAN. C'est un casus belli pour les Russes. Donc, apparemment, les États-Unis auraient cédé là-dessus, à condition que les Russes arrêtent la guerre. Donc, on est dans une période d'optimisme, mais c'est aussi, et c'est là où c'est important, la réaction des Européens a été très virulente sur le fait que Zelensky est laissé de côté, semble être laissé de côté. Et la vraie question, c'est la guerre peut-elle s'arrêter? Zelensky pourra-t-il ou va-t-il accepter ces conditions? Pourra-t-il seulement revenir à Kiev et politiquement survivre au fait d'avoir capitulé sur la question des territoires? On sait que pour les Ukrainiens, c'est un no-go. Il n'y aura pas de territoire cédé, ce qui semble illusoire quand on regarde l'issue et ce qui se passe sur le champ de bataille en ce moment, notamment avec des avancées assez significatives des Russes, notamment au nord-est de Pokrovsk hier, une véritable percée de plusieurs dizaines de kilomètres. Donc on est dans une situation où est-ce que la guerre, est-ce que ce n'est pas finalement un coup un coup d'échec, on va dire, orchestré par Poutine pour montrer que finalement, lui est de bonne volonté, pour montrer à Trump qu'il est prêt à négocier, qu'il est prêt à accepter et qu'il est prêt à arrêter la guerre, mais que finalement, c'est Zelensky qui ne veut pas et les Européens. Donc, quelque part, la guerre va continuer jusqu'à son terme. Voilà. Oui, bah, merci déjà parce que vous avez permis de replacer ce conflit dans la perspective du temps long. C'est toujours hyper intéressant. Vous avez rappelé toutes ces négociations à Istanbul, l'ultimatum de Trump. La question qui se pose quand même, vous avez parlé de vent d'optimisme, c'est effectivement l'attitude des Européens qui, eux, s'érigent en défenseurs acharnés de l'Ukraine, bien que dans les faits, les moyens les plus importants soient mis par les Américains, et qui d'ailleurs comment dire, d'ailleurs, qui a été un petit peu raillé, si j'ose dire, par J.D. Vance, qui a déclaré là aujourd'hui que si ce conflit tenait tant à cœur aux Européens, ils avaient qu'à s'impliquer encore davantage. Mais quand on voit que des partis qui semblent décidés à poursuivre le conflit ne sont pas invités aux négociations, voilà, et peut-être que c'est simplement, comme vous l'avez dit, un effet de communication. En tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que jusque-là, Poutine donnait des fins de non-recevoir aux propositions de négociation de Trump et semblait presque, voilà, on laissait entendre, laissait penser que la Russie était en position de force pour négocier, que Trump, finalement, malgré toutes ces rodomontades, n'arrivait pas à faire plier Vladimir Poutine et à le forcer à le mettre à la table de négociation. Donc, qu'est-ce qui, selon vous, a pu changer depuis ces derniers mois pour que Vladimir Poutine, presque brusquement, veuille maintenant se mettre à négocier avec Donald Trump. Et voilà, et qu'est-ce que ça dit aussi de ces négociations en Alaska, de la place de ces dirigeants européens qui semblent, voilà, qui semblent plus que jamais en train de s'égosiller, mais plus ils s'égosillent, moins ils ont d'influence sur la réalité de la diplomatie. Il y a deux Alors, questions. oui, alors il y a deux questions pour répondre. Pour préciser justement ce que vous avez, la citation que vous avez faite de J.D. Vance, tout ça était en filigrane déjà, on se souvient, au moment de la conférence de Munich, où Pete Hegseth, le secrétaire à la défense américain, avait expliqué que l'Europe d'abord devrait relever le taux des budgets militaires de façon significative, mais également prendre en charge, à l'époque ça avait été explicité de façon très claire, prendre en charge la guerre en Ukraine. Vous avez raison aussi de préciser qu'actuellement, ce sont les États-Unis qui sont encore le plus gros contributeur en termes d'armes, en termes d'aide, de renseignement, bref, qui aide l'Ukraine à tenir sur le terrain. Là, ça peut être une occasion, si du côté de Zelensky, les propositions faites par Trump et Poutine, imaginons que Poutine et Trump arrivent à s'entendre sur un plan de paix, ou en tout cas des négociations dans lesquelles la Russie accepte de faire certaines concessions. Si l'Ukraine, de son côté, n'accepte pas de faire ces concessions-là, eh bien, ça permettra aux États-Unis de se désengager de ce conflit et de dire à l'Europe exactement ce qui avait été dit
dès le départ, à vous de vous charger de cette guerre. Après tout, elle a lieu sur votre continent. Vous voulez la poursuivre, vous voulez être aux côtés des Ukrainiens, allez-y, fournissez-leur les armes et relevez vos budgets de défense. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que c'est une manière pour les États-Unis, pardon, excusez-moi. C'est une manière pour les États-Unis de dire, écoutez les gars, vous avez des ambitions, vous avez des velléités diplomatiques, eh bien, mettez aussi, il faut montrer que vous avez des moyens derrière. Parce que si vous vociférez, comme vous l'avez dit, comme ça, sur la guerre en Ukraine, eh bien, si vous n'avez rien derrière, c'est pas la peine, taisez-vous. Ou alors, justement, prenez en charge cette guerre, elle est à vous, défendez l'Ukraine si vous voulez la défendre, et nous, on s'en retire. C'est un peu aussi une manière pour les États-Unis de voir la chose. C'est-à-dire que si les négociations n'aboutissent pas, de dire bah, on est allé au bout, on a fait tout ce qu'on pouvait, maintenant, c'est pas notre guerre, on s'en retire. Ensuite, pour Poutine, moi, je ne crois pas ce que dit Dimitri Medvedev quand il explique que les États-Unis, quel que soit le leader américain à la tête, ça n'importe peu aux Russes. Les Russes font leurs choses dans leur coin, ils n'ont aucune espérance de ce qui peut se débloquer avec les États-Unis. Non, je ne crois pas. Je pense que du point de vue de Vladimir Poutine, l'ultimatum de Donald Trump a eu un effet. Le fait que les États-Unis aient repris une position qui laisse entendre que l'élément de blocage dans la négociation, c'est la Russie, eh bien, ça a joué sur le fait que Poutine s'est dit, Poutine veut gagner du temps. Poutine veut à tout prix obtenir la totalité des oblasts sur lesquels son armée est présente. Je parle d'oblast, en tout cas pour les 4 du Sud. Hein, je mets une exception pour Soumy et Kharkov, mais en tout cas pour Kherson, Zaporozhye, Lugansk et Donetsk et Lugansk, pour les faire dans l'ordre, Poutine veut la maîtrise de ces régions administratives. Or, en dehors de Lugansk, actuellement, où les Russes contrôlent environ 99% du territoire, pour ce qui est de Donetsk, encore un gros quart de Donetsk est toujours sous contrôle ukrainien, un gros tiers de Zaporozhye aussi, dont la ville de Zaporizhzhia est sous contrôle des Ukrainiens, et la ville de Kherson également, et tout le nord de cette oblast, c'est-à-dire la partie qui est à l'ouest du Dniepr, est contrôlée par l'armée ukrainienne. Donc là, Poutine a ses exigences. Les 2 exigences principales, c'est contrôle de ces régions administratives et garantie que l'Ukraine ne rejoindra jamais l'OTAN. Ça, c'est vraiment les deux points sur lesquels les Russes ne céderont pas. Il semble pouvoir peut-être céder sur la question du Donbass. Si le Donbass est reconquis intégralement, et c'est où Poutine se dit, je suis en train d'avancer sur le terrain, mes armées vont probablement prendre Pokrovsk, qui est un nœud ferroviaire, un nœud de ravitaillement, un hub, comme on dit, pour l'armée ukrainienne, très important, notamment pour les dernières forteresses du Donbass, que sont Siversk, Sloviansk et Kramatorsk. Globalement, sans Pokrovsk, là, les Russes pourraient couper un des axes de ravitaillement de Kramatorsk, qui est en gros la capitale de l'Ukraine, la capitale militaire de l'Ukraine dans le Donbass. Et donc, Poutine se dit finalement, peut-être que par la négociation, je peux l'avoir. Si par la négociation, je peux l'avoir, peut-être que ça vaut le coup, justement, que j'échange ces territoires avec Soumy, avec ce que la Russie contrôle dans l'oblast de Soumy au nord et dans celui de Kharkov. Voilà, ça c'est la possibilité, et Poutine s'est dit, l'ultimatum de Trump, il va continuer à en faire, mais je vais le perdre. Or, actuellement, je pense que ce qui est très important pour les Russes, c'est cette ouverture vers les Américains. On s'est rendu compte que Trump et Poutine ont 2 personnalités qui correspondent. C'est des autocrates tous les deux. Ce sont des personnages avec, on va dire, une vision, des valeurs finalement qui sont pas si éloignées les unes des autres. Et donc, ils ont ouvert une ère des relations russo-américaines qu'aucun des deux n'est en réalité désireux de fermer. C'est-à-dire qu'ils veulent peut-être ça peut être une nouvelle guerre froide, mais une nouvelle guerre froide, vous savez,
savez, pendant la guerre froide, il y avait des périodes chaudes, des périodes froides, justement. Et là, donc, ils sont peut-être en train de mettre en place le monde de demain, en tout cas, avec la Chine, évidemment, qui est derrière. Et là, c'est un vrai casse-tête pour les États-Unis parce que la guerre en Ukraine, justement, a vraiment rapproché la Russie de la Chine et les séparer est pour le moment illusoire. C'est pourtant ce que les États-Unis souhaiteraient faire. Mais en tout cas, voilà, ils sont en train de jeter les bases de nouvelles relations. Et quelque part, par rapport à ces perspectives-là, qui comprennent à la fois les relations en Afrique, les relations en Arctique, dans le Grand Nord, il y a plein de choses, la question du nucléaire iranien, tout ça est lié. Et donc, tout ça étant lié, eh bien, ça vaut peut-être plus le coup de se rencontrer face à face, de faire des accords, plutôt que de s'antagoniser autour de la question ukrainienne qui, du même coup, apparaît comme secondaire. Donc, voilà, quelque part, Poutine et Trump ne veulent pas s'antagoniser l'un l'autre. Donc, Poutine s'est dit, il faut que je réponde à cet ultimatum. Je ne peux pas rester indifférent à la colère de Trump et je ne peux pas continuer à gagner du temps comme ça. En agissant de la sorte, en rencontrant Trump, il n'y a plus de question d'ultimatum. Donc les armées russes peuvent continuer à être à l'offensive sur le terrain comme elles le sont actuellement. Et donc, elles peuvent véritablement continuer à prendre, vous savez, c'est le vieil adage de Staline, ce qu'utilise Poutine actuellement, c'est que tout ce qui est à moi, que j'ai conquis est à moi, tout ce qui est à l'autre est négociable. C'est du Staline pur. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas d'accord, eh bien, on grignote, on grignote, on grignote, on prend des villes. Toresk récemment, bientôt Pokrovsk, Chaziviar aussi, qui était une des forteresses ukrainiennes sur lesquelles les Ukrainiens se sont le plus accrochés, qui est tombée il y a quelques semaines. Et donc, progressivement, eh bien, voilà, ça veut dire on négociera ce qui ne nous appartient pas, c'est-à-dire le reste de ces territoires. Et ça va être l'enjeu de cette rencontre entre Poutine et Donald Trump, si elle a lieu. Si elle a lieu, bon, en tout cas, on espère pour les négociations. Vous amener, à savoir sur le fait que finalement, notamment quand on regarde l'éviction des Européens et des Ukrainiens de ces réunions, en tout cas, pour les Européens, c'est sûr, pour les Ukrainiens, la place de Volodymyr Zelensky reste à se concrétiser, c'est que finalement, l'Ukraine apparaît presque comme un sujet secondaire de ces négociations entre les États-Unis et la Russie, parce que si on élargit un petit peu le spectre, on se rend compte que finalement, donc la Russie a considérablement renforcé les BRICS pendant ces 3 dernières années du conflit. Enfin, la Russie, en tout cas, les BRICS se sont renforcés en partie sous l'impulsion de la Russie et sous le rapprochement russo-chinois. Les Américains, de leur côté, ont obtenu les adhésions de la Suède et de la Finlande à l'OTAN et donc ont structuré, ont fédéré leur domination sur l'Europe encore plus, et notamment quand on regarde, alors là c'est encore plus criant, sur le traité commercial qui vient d'être signé cet été par Ursula von der Leyen et qui entérine l'assujettissement européen, pas seulement sur le plan d'énergie mais également sur le plan commercial. Et donc on voit vraiment deux blocs se structurer qui se semblent très forts, et les dindons de la farce avec un drapeau bleu et des étoiles jaunes au milieu, où là on se dit qu'en fait on va vraiment pâtir de ces situations, de ces négociations, parce que finalement la Russie a acté le fait qu'elle ne serait jamais européenne, et les Américains ont acté le fait que les Américains ont acté le fait que les Européens seraient toujours leur sujet. Si quand même, peut-être que je caricature un peu, mais est-ce que c'est pas quand même ce qui transparaît dans cette volonté de négocier uniquement entre la Russie et les États-Unis? Oui, je pense que depuis le début, de toute façon, Donald Trump a toujours expliqué qu'il n'aimait pas l'Europe. Il a toujours considéré d'ailleurs que dans les négociations qu'il mènerait, alors à l'exception de cet accord commercial justement de cet été où il a rencontré Ursula von der Leyen, mais jusqu'à présent, depuis le début de son élection, il avait décidé qu'il ne s'adresserait qu'aux chefs d'État respectifs des nations constitutives de la communauté européenne et non pas
sa présidente. Donc, il a des relations avec Giorgia Meloni, des relations avec Viktor Orban, des relations avec Emmanuel Macron, avec Keir Starmer, mais jusqu'à présent, il privilégiait ses relations avec les pays et non pas en considérant l'Union européenne comme quelque chose d'existant, en fait. Et donc, pour quelles raisons on peut en débattre? Je pense pour une bonne partie du fait que, pour une bonne part, cela tient au fait que l'Europe n'aime pas Trump et Trump sait très bien que l'Europe ne l'aime pas du point de vue de ce qu'il défend, du point de vue de ce qu'il est, de sa façon d'être. Bref, c'est un personnage détesté et qu'il n'y a aucune raison de faire aucune concession d'aucune sorte à cette entité qui, en effet, militairement est un nain par rapport à la puissance américaine. Et vous savez, Donald Trump raisonne, on le sait, toujours de façon commerciale, avec cette idée qu'il peut régler les conflits en expliquant, en amenant les partis, en leur expliquant, vous allez vous enrichir avec moi. C'est vraiment sa façon de faire. C'est ce qu'il vient de démontrer il y a 2 jours en signant cet accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan autour du corridor de Zangezur. Donc on est vraiment là purement dans du Trump, et c'est également la même philosophie derrière l'accord qu'il doit signer à Washington au mois de septembre avec la RDC et avec le Rwanda autour de la région des Grands Lacs pour mettre un terme à cette guerre un peu oubliée, mais qui a quand même fait 10 millions de morts en 30 ans. Et donc, Donald Trump agit de cette façon. Alors, parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Parfois, il en récolte les dividendes. Il récolte des sommes considérables avec ses plans de paix au Moyen-Orient. Souvenez-vous de sa visite en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats, où il a injecté plus de 600 milliards de dollars dans l'économie américaine. Bref, et puis en appliquant sa politique tarifaire, elle suit aussi cette idée. Récemment, la façon, le sujet est arrivé sur la question de l'Espagne, qui est au niveau européen un pays très marqué à gauche, très hostile à Donald Trump, qui également sur le conflit à Gaza a des positions hostiles à Netanyahou, et Trump le sait. Et je me souviens de la conférence de rédaction, pas de rédaction, pardon, la conférence de presse à la Maison Blanche où Donald Trump dit l'Espagne, oui, very bad country, un très mauvais pays. Voilà, quoi, c'est un très mauvais pays. Donc, ça, c'est du pur Trump. Hein. On va doubler les tarifs pour ce très mauvais pays qui se comporte très mal. Bref, il joue aux gendarmes du monde. Hein. Il avait prôné l'isolationnisme pendant des années, mais sur la question du business, il joue aux gendarmes du monde. Maintenant, la question, c'est globalement, est-ce que tout ça va marcher? Est-ce que, bon, il a quand même certains succès d'un côté. Sur la guerre en Ukraine, il avait promis de l'arrêter en 24 heures. Bon, on voit où on en est aujourd'hui. Et est-ce que cette rencontre avec Poutine va mener à quelque chose? Rien n'est certain. Sur la question de Gaza, on est pareil, on est dans l'atermoiement. Il avait promis que le jour de l'élection, de son arrivée au pouvoir, tous les otages israéliens seraient libérés par le Hamas. Ça n'a pas été le cas. Bref, il n'a pas été suivi non plus sur la fameuse histoire de transformer Gaza en Riviera ou en Côte d'Azur. Après, on a appris que c'était sans les Gazaouis. Enfin bref, tout ça a créé beaucoup de polémiques et n'a pas vraiment servi à solutionner le conflit là-bas. Et le conflit en Ukraine reste très intense avec beaucoup de morts tous les jours. Mais bon, après, la question, c'est est-ce que sur le long terme, toute cette attitude de Trump dans pas mal d'endroits de la planète peut-elle arriver à une politique cohérente? On se rend compte que, on dit souvent, on entendait au début de son mandat, Trump est fou. Non, il n'est pas fou du tout. Il analyse les choses de façon sectorielle, en prenant les problèmes les uns après les autres. Il voit s'il peut y apporter une solution. Et et c'est là la grosse différence avec son prédécesseur, il n'a pas une vision globaliste, il a une vision souverainiste. Quand il prend le problème de la RDC du Congo, c'est parce qu'il veut éviter la balkanisation de ces pays. Balkanisation qui a déjà été
à l'œuvre, par exemple, avec le Sud-Soudan, par exemple, où on commence à créer des pays dans des zones. Et ça, c'était la technique des États-Unis qui avait extrêmement bien marché, notamment au niveau du Kosovo avec la Serbie, au niveau de la Macédoine du Nord, c'est-à-dire d'implanter des proto-États à la solde des Américains pour leurs intérêts, mais avec des visions mondialistes. Là, avec Trump, on n'est pas dans le même cas, c'est-à-dire que quand les États-Unis peuvent solutionner un problème, si ça correspond et si c'est en phase avec leurs intérêts, eh bien ils vont le faire réellement. Et c'est pour ça que Donald Trump, je pense, envisage très sérieusement, personnellement, de recevoir le prix Nobel de la paix. Et on voit, en tout cas, merci de dresser tous ces parallèles avec d'autres scènes internationales. D'ailleurs, je rappelle, parce que vous parlez du Congo, qu'avec Omerta, vous êtes parti en reportage là plusieurs semaines en RDC pour parler de ce sujet qui est assez peu connu, mais qui est fondamental parce qu'on retrouve les mêmes acteurs, on retrouve les Américains notamment dans ces histoires. Et donc voilà, c'est très important d'en parler. Et vous avez tout ça est à retrouver sur votre chaîne et sur votre site internet. Donc j'incite évidemment tous les auditeurs de Toxin si ce sujet les intéresse, à se rendre sur votre site et sur votre chaîne YouTube pour regarder ce que vous avez produit comme reportage sur place.